Bon, je suppose que, bonjour à tous, que vous avez tous reçu par courrier notre livre blanc, ce qu'on a rédigé sur le document sur lequel on va vous expliquer un petit peu nos positions, le pourquoi, le comment, comprendre un petit peu ce qui se passe actuellement. Donc, c'est le document. Ça doit devenir votre livre de chevet, je ne le cache pas, puisque vous devez pouvoir l'utiliser sans modération, clairement. C'est le document qui, vous pouvez en disposer d'autant que vous en souhaitez, il suffit de nous le demander. Si vous en avez, il vous en manque, si vous voulez en avoir en réapprovisionnement, vous nous le demandez, parce que ce document doit vous servir à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un élu, que ce soit une personne intéressante dans les compagnies d'assurance, que ce soit tous les gens, que ce soit dans le cadre professionnel ou législatif. L'intérêt pour nous, c'est que ce document, vous puissiez le transmettre, y compris la presse, puisqu'on a fait la semaine dernière une conférence de presse pour présenter notre livre blanc aussi. Faut l'utiliser vraiment, puisque c'est vraiment ce qui va permettre à tous les acteurs que nous côtoyons de comprendre nos problématiques actuelles. Voilà. Donc, on va vous le réexpliquer un petit peu, on va essayer de le décortiquer ensemble. Et ensuite, on va finir par vous expliquer ce qui est en train de se passer actuellement, puisque le décret, vous allez aussi être sollicité dans les 48 heures ou 72 heures qui vont prochain. Pourquoi? Parce qu'un projet de décret aujourd'hui est à la consultation publique. Donc, cette consultation publique, pour nous, c'est le législateur regarde ce qui est dit dans cette consultation publique. Donc, on va vous proposer un texte qu'on va vous demander de mettre sur le site. On va tout vous donner, hein, les liens sur lesquels il faut vous connecter. On vous mâche le travail complet. Mais l'intérêt pour nous, c'est que vous mettiez ces interrogations et ces questions qu'on va vous communiquer sur cette consultation publique, parce que c'est ce qui va nous aider derrière dans le débat, puisque on va vous en faire un petit peu un compte-rendu en fin de réunion pour vous dire où nous en sommes aujourd'hui sur le sujet. Ce qu'on peut vous dire à l'heure où on se parle, c'est que les choses s'accélèrent. S'accélèrent. Pourquoi? Parce que notre président en place, président national, pas de la profession, hein, mais notre cher président Emmanuel Macron, souhaite qu'un maximum de textes passent avant les élections. Donc, vous voyez, il y a véritablement, alors que le sujet ne méritait pas ça, on est en train de tout faire dans l'urgence et tout dans le désordre. Donc ça, on va vous en parler un petit peu. Mais avant tout, on va vous faire un petit débrief sur notre document qui nous sert aujourd'hui de Bible, parce que c'est avec ça et tout l'ensemble des personnes que nous rencontrons à qui on l'a présenté, reconnaissent qu'il est suffisamment clair pour que tout le monde comprenne un petit peu les problématiques que nous rencontrons. D'accord? Alors, les questions, vous les notez, vous poserez toutes les questions que vous souhaitez après. Vous savez comment ça procède, vous levez la main et on vous passe la parole, il n'y a pas de souci. On est autour de 20-25 autour de cette réunion, donc on ne peut pas le faire sous un dialogue ouvert, malheureusement, même si je le regrette profondément parce que j'ai mieux les échanges directs, mais on n'a pas le choix compte tenu du système de visio pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Voilà. Donc, alors, tout de suite, donc je reviens sur le document de base. C'est donc notre livre blanc. C'est les propositions de mobiliance pour une filière BHU innovante, pérenne et sereine. Pourquoi? Parce que nous avons, depuis le départ, vous savez que dans ce dossier, c'est souvent des bras de fer entre les différents acteurs, et que lors des bureaux, des réunions régionales, je m'en étais exprimé vis-à-vis de tous pour vous expliquer un peu ce qui se passait, mais à l'époque, on n'avait pas un plan B à proposer. Vous savez que quand vous êtes contre quelque chose, même si on vous dit, ben voilà, c'est comme ça, c'est les textes, par contre, si vous n'êtes pas d'accord, ben si vous proposez rien, ben vous n'êtes pas audible. Donc, notre problématique à nous a été d'avoir le plan B, de pouvoir être force de proposition. Et c'est là, et ça, je tiens à le féliciter et à remercier,
c'est lors de nos réunions régionales où nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs du D3E, de l'électroménager, que l'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une petite brèche, on va dire, dans ce qui nous est proposé aujourd'hui et que peut-être on était en mesure de proposer un plan B qui pourrait peut-être satisfaire un plus grand nombre de personnes. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on va vous présenter. Vous l'avez peut-être feuilleté et vous avez peut-être déjà vu ce qu'on proposait. Mais sachez que dans la procédure, on a travaillé avec une équipe restreinte au départ, hein, l'équipe de départ qui travaille sur cette filière REP. On a travaillé sur le contenu de ce livre blanc. Ensuite, on a fait valider ce contenu par le Bureau national de l'époque. Et ensuite, ce même document sous format Word, on l'a présenté à quelques acteurs majeurs, que ce soit de l'administration, que ce soit chez les constructeurs, que ce soit chez les assureurs, et nos collègues aussi, hein, on va en parler. On a donc essayé de leur présenter notre premier travail sous le format, pas présenté comme le livre blanc aujourd'hui, mais sous la format Word, pour voir leur retour sur nos propositions, savoir si, oui, ce qu'on proposait était entendable ou pas entendable. Ce qui est rassurant, c'est que ce soit chez nos collègues de chez Fédérec, que ce soit du côté de l'ADEME, à qui on l'a présenté, que ce soit auprès du président de toutes les filières REP françaises, donc M. Jacques Vernier, que ce soit auprès d'un constructeur. Alors forcément, on a été plutôt voir le constructeur qui nous était plutôt favorable, avec qui on entretient des relations plutôt amicales, c'est-à-dire le groupe VAG, mais le groupe VAG aujourd'hui c'est le troisième producteur de véhicules, enfin de véhicules sur le marché français. Hein. Je rappelle qu'aujourd'hui le premier groupe c'est Stellantis avec 40%, le deuxième c'est Renault, mais quand on rajoute Renault, Nissan, Dacia, ça fait le deuxième groupe aujourd'hui qui pèse à peu près encore 20, 25, presque 35-40% du marché. Et quand vous y ajoutez Volkswagen, à ces trois constructeurs-là du groupe VAG, donc je rappelle que chez VAG, c'est Seat, Skoda, Seat, Volkswagen, Audi et Volkswagen Utilitaire. Donc, quand on rajoute ces trois acteurs-là majeurs, on pèse à peu près entre 80 et 90% du marché d'automobile actuel. Donc, étant donné que c'est assez compliqué et assez frontal avec le groupe Stellantis, hein, on appelle un chat, avec Renault, bon, vous savez le ressenti de Renault, donc c'était pas si simple que ça aussi de parler avec eux. Donc, on a préféré le troisième, avec qui on a des relations plutôt sympathiques, avec le groupe VAG pour voir leur ressenti. Et là encore, on a eu une adhésion de principe sur notre vision du sujet et on peut espérer avec ces gens-là avoir un relatif appui. Chez les assureurs, aujourd'hui, on l'a présenté par le biais de cabinets d'expertise parce que notre problème que nous rencontrons avec les assureurs, d'une façon générale, c'est que nous travaillons généralement auprès des assureurs, on a les responsables sinistres que vous connaissez tous. Sauf que malheureusement, on est souvent bloqué et notre objectif à nous, c'est d'essayer d'aller taper au-dessus pour qu'ils comprennent bien les problématiques. Donc, on s'est servi d'un bras de levier pour essayer d'accéder à ce niveau d'intervenants par le biais entre autres du BCA Expertise. Donc c'est pour ça qu'on a présenté en tout premier notre travail à ces gens-là. On a eu un retour de leur ressenti et fort de tout ça, ça nous a permis donc de le rédiger en définitive sous la forme d'un livret qui était entendable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui créent des livres blancs sur des tas de sujets, mais ces livres blancs font 30, 40, 50 pages. Entre autres, c'est la grande mode en ce moment avec les présidentielles. Donc, vous avez des livres blancs épais que personne ne lit. Donc, ce n'était pas le but pour nous. Nous, on souhaitait faire un produit qui était digeste et qui pouvait être lu rapidement par un certain nombre d'acteurs.
c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, vous voyez que c'est un document qui se résume à une douzaine de pages, si vous l'avez ouvert et feuilleté, et surtout qui s'articule autour de 3 grands schémas. Et pourquoi ces schémas? Eh bien, parce que ces schémas nous ont paru extrêmement cool, parlants et transparents pour nous et très lisibles. Pourquoi? Parce que c'est quand nous-mêmes, on a essayé de formater, quand on a commencé à faire les plans et à faire ces schémas, eh bien, même pour nous, au niveau du groupe de travail, eh bien, ça nous a paru beaucoup, beaucoup plus clair. Donc, à partir de ce document, on s'est dit, il faut garder ces schémas. Et effectivement, c'est ce qui est ressenti par tout le monde, y compris par la presse. Je vous dis, puisqu'on a fait une présentation, on a eu une conférence de presse mercredi de la semaine dernière, et la première chose que nous ont dit les journalistes, c'est que nos documents, nos schémas étaient suffisamment clairs pour que beaucoup de gens puissent les comprendre. Voilà. Donc, c'était pour vous donner un peu en préambule comment on avait articulé ce livre blanc. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment beaucoup l'utiliser, hein, en user et en abuser, de façon à ce que le maximum de personnes soient informées de nos problématiques. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu sur le sujet du document et de la façon dont il est composé. Alors, il y a des parties qu'on va forcément alléger parce que sinon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous le lire dans son intégralité. Claire, on a un écran tout blanc, hein. Voilà, ça y est, on revient. C'est bien. Voilà. Alors, comment? Alors, tout de suite aussi, parce que je vois qu'autour de la table, on a aussi des gens du 2 roues. Il faut savoir qu'on est en train de finaliser exactement le même document, mais pour la partie 2 roues, 3 roues et quadricycle. Pourquoi? Parce que le mode de fonctionnement, même si le cœur du sujet reste le même, si le tronc commun est identique, sur la mise en place et les formes de fonctionnement, il y a quand même des différences. Et c'est pour ça qu'on a préféré faire 2 livres blancs, un spécial 4 roues et un spécial 2 roues. Donc, le spécial 2 roues est en cours aujourd'hui. Voilà, je voulais le dire. Alors, tout d'abord, on fait forcément, quand on veut faire un document, il faut planter le décor. Donc, c'est ce qu'on fait dans le cadre de l'introduction qui est dessus. Et si vous l'avez parcouru, vous apercevez que qu'est-ce qu'on fait? On a surtout rappelé des chiffres qui nous semblent extrêmement intéressants. Le premier des chiffres, c'est de ne pas oublier qu'il y a quand même 1700 centres en France qui sont agréés. Alors après, on pourra revenir sur l'intérêt qu'il y en ait 1700 et sur la qualité des 1700. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1700 acteurs qui ont le droit d'exploiter. On va déjà parler du droit. Ils ont le droit d'exploiter et on va voir que dans le raisonnement actuellement de cette filière REP, eh bien, on veut faire le ménage. Ils veulent faire le ménage et pas forcément tout à fait comme on l'entendrait. La deuxième chose intéressante, c'est toujours le traitement des véhicules, le nombre de véhicules qui est traité, puisque je vous rappelle que l'élément majeur qui a justifié au législateur de modifier les règles de jeu, c'est la filière illégale. On en reparlera tout à l'heure, on en fera un petit focus sur cette filière illégale, hein. Et on vous dira en ce moment ce qui est en train de se passer. Et par ailleurs, par contre, l'élément important et qu'il faut souligner, puisque je rappelle que l'Europe est dans le règlement du déchet, la filière numéro 1 à valoriser pour le recyclage, c'est la réparation et la réutilisation. Donc, c'est notre cœur de métier, hein, je le rappelle, c'est notre cœur de métier. Et donc, pour nous, il est toujours important de rappeler que c'est nous qui produisons de la pièce de l'économie circulaire, et qu'à ce titre, aujourd'hui, on produit quand même. Et là, c'est tous les chiffres qu'on vous donne sont des chiffres donnés ADEME. Donc, ce sont des chiffres qui ne nous engagent pas nous, qui engagent l'ADEME, qui les a communiqués et qui nous permet, sur lesquels on peut rebondir. Donc, en pièces de réemploi, aujourd'hui, d'après l'ADEME, on produit entre 8 et 11 millions de pièces tous les ans. Donc, vous voyez, c'est même si ce chiffre n'est pas suffisamment conséquent et qu'on peut espérer une grande évolution de ce chiffre, il est quand même pesant. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième,
on a bien voulu rappeler encore une fois que le texte doit voir le jour, les nouveaux textes qui doivent voir le jour, n'ont pas pour rôle de réorganiser la filière, puisque la filière, je le rappelle, atteint les objectifs et même dépasse les objectifs imposés par la Commission européenne, à savoir 97,1% pour les 85 imposés par la directive et 95 pour le taux de 95. Donc nous sommes parfaitement en adéquation avec les objectifs et avec nos obligations. Donc à ce niveau-là, rien à nous critiquer, pas de raison à modifier tout. D'autre part, on a rappelé que notre profession, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle est sur une filière REP, ce n'est pas la loi AGEC, la loi anti-gaspillage, qui met l'automobile sous une filière REP. La filière REP, on y est depuis le premier agrément de 2006. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui non plus, hein, puisque ça fait plus de 15 ans maintenant que nous sommes sur une filière REP. Donc là encore, pas de nouveauté sous le soleil. Pour continuer, on dit quoi? On dit aussi que là, la profession est la profession la plus réglementée du milieu de l'automobile. D'ailleurs, on le sait tous, et toutes les gens qui peuvent être autour de la table et qui font de l'administratif dans notre métier savent que c'est extrêmement compliqué. Je rappelle que nous avons des obligations sur le plan de l'aménagement de nos sols. On est soumis à un ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. On est soumis à un arrêté préfectoral au sujet pour pouvoir travailler le VHU dans le fichier du ministère de l'Intérieur, le CIV, mais par rapport à ça, on a aussi le véhicule endommagé, on a le véhicule économiquement irréparable, on a le VHU, enfin tout ça fait que nous sommes la profession de l'automobile la plus réglementée. Ça, c'est toujours intéressant de rappeler à l'ensemble des acteurs que nous côtoyons que ces obligations. Enfin, ce que la profession a mis, on le rappelle quand même, depuis 1995, donc là, on est quand même déjà, on est compte, on a plus de 25 ans d'existence aujourd'hui. On a mis en place la certification qui est quand même un sésame que disposent de beaucoup d'entreprises. Par ailleurs, on a rappelé aussi, et ça, chose importante, il faut bien le garder en mémoire et en tête quand vous discutez, à l'inverse de tous les déchets, où chaque consommateur est soumis à une écotaxe. Quel que soit le produit aujourd'hui, vous avez des écotaxes. Je rappelle que non seulement pour le détenteur d'un véhicule fin de vie, la reprise est toujours gratuite. La reprise est gratuite, il n'y a pas d'écotaxe et on va aller au plus loin puisque on rappelle que la profession aujourd'hui assume 88% du coût du traitement écologique d'un véhicule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le producteur ou les producteurs, le coût pour eux d'un VHU, c'est 12% du coût. 12%, et ça concerne quoi? Ça concerne uniquement la collecte et le traitement des pneumatiques, puisque je vous rappelle qu'on vient nous les chercher gratuitement chez nous et qu'on les traite. C'est le seul coût que prennent à leur charge aujourd'hui les producteurs, constructeurs ou importateurs. Par ailleurs, on a juste fait un petit focus aussi sur la fameuse image, puisque déjà là, on rappelle quand même que les réparateurs ont une obligation de proposer la pièce de l'économie circulaire. C'est-à-dire que toutes les démarches, aujourd'hui, sont engagées sur le sujet. Donc, notre objectif pour nous, c'est de leur dire, on fait un métier, on le fait bientôt depuis un 3/4 de siècle, hein, puisque je rappelle que la profession s'est commencé à se structurer après la Deuxième Guerre mondiale, donc ça fait 3/4 de siècle que la profession existe. Elle sait répondre à ses obligations réglementaires. 2, elle ne demande rien à personne.
D'accord? Et 3, elle couvre suffisamment le territoire national. OK. Donc, notre volonté, c'est de leur dire, essayons, puisque vous voulez nous faire rentrer dans la loi AGEC, hein, ça c'est ce que j'avais expliqué lors des différentes réunions précédentes, vous voulez nous faire rentrer dedans, OK, pourquoi pas, on ne peut pas s'y opposer, mais n'essayez pas de faire une révolution de palais, sinon ça va forcément créer des problèmes. Voilà. Donc, tout notre document est articulé autour de ça. Par contre, on arrive un petit peu au problème, puisque derrière, vous avez l'argument majeur qui nous était opposé, c'est la fameuse filière illégale. Et après, on va y revenir après quand on va me faire sur le premier tableau. Voilà. Donc, fort de tout ça, nous, on a décidé de présenter ce livre blanc pour non seulement, pour vraiment leur expliquer 3 choses. Autour de 3 tableaux. Premier tableau, on va présenter la situation telle qu'elle est, la filière telle qu'elle existe aujourd'hui. Deuxième tableau, deuxième schéma, ce que subodore l'administration comme process. Puisque aujourd'hui, mais les textes aujourd'hui que l'on voit nous confirment un peu dans ça, c'est comme ça qu'ils imaginent le schéma de demain. Et là, on va leur expliquer que quand s'ils ouvrent ce schéma, si ce schéma voit le jour, on a commencé à leur mettre tous les risques et la boîte de Pandore qu'ils allaient ouvrir en mettant cette procédure en place. Et troisièmement, on va présenter le schéma que nous proposons, qui nous paraît être le schéma qui va le moins modifier l'existant. Et vous allez voir, on va y revenir et on va rentrer un petit peu dans les détails. Alors, premier schéma, la filière est aujourd'hui, la filière. Alors, vous allez forcément reconnaître, vous allez forcément trouver, vous allez vous reconnaître dans ce schéma, puisque c'est celui qui est actuel. Tous les chiffres qu'on vous a mis en haut sont les chiffres, les données, le dispatching des sources d'approvisionnement de véhicules, ce que nous renseignons lors de notre déclaration ADEME. Donc, que ce soit le pourcentage, ça émane des données ADEME de ce qu'on leur communique tous les ans. Donc, on a les particuliers, les garages, les réseaux de constructeurs, les assureurs, les fourrières de domaine et le fameux 3,5% d'autres. Si quelqu'un autour de la table est capable de nous dire ce qu'il y a dans ce volume-là, eh bien, ça me ferait très plaisir parce que nous, on ne voit pas comment il pourrait y avoir. Mais c'est 3,5%. Alors, quand on est sur 1 500 000, ça fait quand même un paquet de voitures. Mais ils ne savent pas, on ne sait pas d'où ils viennent. Bon, on sait aussi qui a renseigné cette information. Hein, n'oublions quand même pas, c'est tous les gens issus des métaux, puisque je rappelle que dans les centres agréés VHU, il n'y a que sur les 1700, il n'y a toujours que 850, 840 centres qui font de la PIEC. On a un centre sur 2, globalement, qui fait de la PIEC. L'autre centre ne fait que de la matière. Donc, ça veut dire que même ces gens-là déclarent qu'ils ne savent même pas d'où vient leur voiture. C'est quand même un peu inquiétant, parce que 3,5% du volume, c'est important. Alors, à ce stade, avant, je veux quand même rappeler aussi quelques données. Sachez que nous, 840 centres sur les 1700 font de la pièce de réemploi aujourd'hui. D'accord? Donc, ça veut dire 1 sur 2. Et quand on fait la volumétrie, on sait que les 840 centres traitent environ entre 1 million, suivant les volumes, entre 1 100 000 et 1 500 000 voitures. Et les centres qui font la déclaration ADEME, mais les 840 traitent en gros qu'1 million de voitures. Ce qui veut dire que si on ajoute les véhicules qui ne font pas de valorisation de PIEC, et si on y ajoute la filière illégale, aujourd'hui, on a seulement un véhicule sur deux qui produit de la pièce de réemploi, sur lesquels on prélève de la pièce de réemploi. Donc, vous imaginez que c'est absolument pas dans l'état d'esprit de ce que souhaite l'Europe. Donc, forcément, vous imaginez bien qu'on va en parler un peu plus tard.
Alors, derrière, donc on retrouve ces pourcentages-là. Qu'est-ce que font toutes ces filières-là? Alors, comme vous pouvez le voir, on a fait un petit focus, c'est pour ça qu'on a organisé la distribution, enfin le dispatching sous cette forme, parce qu'on a fait un focus sur où se trouvait la filière illégale. Donc la filière illégale, aujourd'hui, on le sait tous, c'est les affichettes, c'est bref, vous les connaissez autant que moi, sont alimentées d'un côté par les particuliers, l'autre côté par les garages. Puisque les garages, certains garages, quand ils rendent des véhicules de particuliers qui répondent aux abonnés absents, et bien comme ils n'ont pas les documents administratifs, la meilleure moyen de se débarrasser de la voiture, c'est la filière illégale. Donc on sait qu'on a fait un petit focus en disant, sachez que la filière illégale elle se situe là. Alors, au début, on était même plus méchant que ça. Pourquoi? Parce que quand on parle de filière illégale, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la filière sur lesquelles les documents administratifs, le traitement du véhicule a été fait par une filière illégale, ou est-ce que ce sont des véhicules qui ne sont pas, qui auraient dû rentrer dans la filière et qui ne sont pas rentrés dans la filière? Alors, je vais essayer d'être clair, parce que ça, écoutez bien, c'est pas si simple que ça. Clairement, on immatricule 2 millions de voitures, en gros, on va faire à peu près à la louche, on immatricule 2 millions de voitures tous les ans. On varie entre 1,7 million, 1,8 million, 2 millions, suivant les bonnes ou les mauvaises années. En ce moment, on est plus près d'1,7 million, 1,6 million que de 2 millions. Mais quand ça tourne normalement, on tourne 2 millions. Sur ces 2 millions de voitures, on peut partir du principe que, et c'est ce que fait le législateur, lui dit quoi? Il dit il y a 2 millions de voitures neuves qui sont mises sur le marché et dans la filière illégale, il en passe 1,5 million, 1,4 million, 1,5 million. Donc, il y a un delta entre les 2 millions et les 1,5 million de 500 000 voitures, puisque donc soit le nombre de véhicules sur le marché progresse, mais on sait que le marché n'est pas exponentiel, qu'aujourd'hui, l'augmentation du parc de véhicules circulants est en pouillème, on est en 0,0 et quelques pourcents, donc on peut partir du principe que le delta entre le nombre de véhicules mis sur le marché chaque année et le nombre de véhicules détruits par la filière légale, tout ce qui est entre les deux, c'est de la filière illégale. D'où les chiffres avancés par l'ADEME ou par l'ensemble des acteurs de dire qu'il y a entre 5 et 700 000 voitures chaque année qui partent dans la filière illégale. Alors, le constat aujourd'hui, c'est de dire qu'ils partent peut-être pas dans la filière vraiment illégale. Vous avez peut-être tous entendu parler du fameux port d'Anvers, des véhicules qui partent à l'exportation et qui sont quand même aujourd'hui estimés à Anvers. Je focalise, je dis le port d'Anvers. Il y a une plateforme spécifique pour ça et de là-bas, il part entre 3 et 5 millions de véhicules chaque année qui partent vers la grande exportation. Entre 3 et 5 millions. Alors attention, ça concerne toute l'Europe. Ce n'est pas que la France, bien sûr, puisque nous, on n'en a que 500 000, 600 000, qu'on ne sait pas où elles vont. Mais l'Europe entière, on est entre 3 et 5 millions de véhicules qui partent sur cette filière illégale. Alors, elle n'est pas réellement illégale. Pourquoi? Parce que, on le sait tous, ce sont des véhicules, beaucoup de ces véhicules sont des faux VO, c'est-à-dire des véhicules qui sont encore complets, qui ne sont pas accidentés, mais qui sont impropres à la circulation, soit parce qu'ils n'ont pas de contrôle technique, soit parce qu'il y a une panne, sur le véhicule. Ces véhicules sont vendus, sont pas en illégalité. Pourquoi? Parce qu'elles sont vendues à des professionnels. Alors, des pays soi-disant professionnels dans leur pays. Donc, le législateur autorise, parce qu'un véhicule qui n'est pas conforme au contrôle technique, par exemple, aucun texte nous interdit
de les vendre en VO à un professionnel, de faire de la déclaration d'achat. Ce n'est pas bloquant. Ce qui fait que nous, on est des petits joueurs. Il faut savoir quand même que le plus performant dans cette filière illégale, c'est quand même nos amis d'outre-Rhin. Les Allemands, pour faire un comparatif, nous, on a, je vous donne, 2 millions, 1,4 million, 1,5 million. Nos amis allemands, 3 millions d'IMAT, puisqu'ils sont plus nombreux que nous. Ils sont sur une base de 3 millions d'IMAT et qu'ils n'ont que 500 000 voitures qui passent dans la filière légale, que l'on connaît, la filière VHU. Il y a 2 500 000 véhicules chaque année d'Allemagne qui partent vers ces pays d'Afrique, du Moyen-Orient ou autres. Alors, Afrique noire, Afrique du Nord et tout. Mais quand vous discutez avec des charmants constructeurs de Rhin, ils vous diront une Mercedes, ça ne meurt jamais. D'ailleurs, il suffit de regarder n'importe quel film ou série pour voir qu'elles sont toujours là, qu'elles roulent dans n'importe quel état, mais qu'elles roulent. D'accord? Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe met le doigt sur ça et dit l'Europe ne veut pas que les pays de la communauté européenne expédient et exportent leur pollution. Donc, actuellement, sachez-le, il y a un groupe de travail européen, qui est une commission qui a été envoyée par la Commission européenne, qui est en train de faire des enquêtes chez tous les constructeurs pour savoir où partent et d'où viennent ces véhicules. Donc, dans la future évolution du texte européen, il y a forte chance qu'il y ait des blocages. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure quand on parlera du décret français. Il se pourrait qu'il y ait un blocage à l'exportation. Clairement. Ce qui fait que nous, pour nous, il y a deux filières illégales. Il y a la filière illégale traditionnelle, c'est-à-dire des gens qui sont en non-conformité avec la loi, et vous avez la filière illégale par l'esprit de la loi. Moi, j'appelle ça par l'esprit de la loi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en illégalité par rapport au texte. Ils expédient, conformément, ils font bien la dégâts, ils vendent à des professionnels, patins couffins, tout va très bien, sauf qu'ils ne font jamais de DA à l'export, c'est-à-dire qu'ils ils informent le système cible que le véhicule est exporté. Et deuxièmement, ces véhicules, compte tenu qu'ils sont impropres à la circulation, auraient dû rentrer dans la filière. Mais sachez quand même qu'on peut montrer du doigt nos amis distributeurs automobiles ou marchands de VO qui vendent à ces clients-là. Mais le premier qui a les fesses sales, c'est quand même notre législateur. Je vous rappelle quand même que si vous ouvrez le site Vente aux enchères des domaines, vous verrez des véhicules qui sont à vendre, impropres à la circulation, sans IMAT, sans documents administratifs. Enfin, l'administration française est la première à jouer sur ce flou pour pouvoir évacuer un certain nombre de véhicules et surtout faire de la rentrée financière. Donc, on fait ce focus et on va plus loin parce qu'on pense aujourd'hui que ces véhicules-là devraient réintégrer notre filière, puisque s'ils sont impropres à la circulation, ils doivent faire des VHU, ils doivent être traités par un centre VHU. Donc, être chez nous. Et on en parlera tout à l'heure parce que dans les textes, ça évolue aussi dans ce sens-là. OK? Bon, ça, c'était pour faire un petit focus sur la filière illégale. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On rentre bien toutes ces sources. Suivant notre organisation, on rentre des véhicules de ces différentes sources-là. On les rentre dans un centre VHU. Nous sommes. Et nous, on a bien deux obligations. On doit bien faire la destruction physique du véhicule et sa destruction administrative. Nous sommes les seuls aujourd'hui habilités, c'est-à-dire le petit texte qu'il y a à droite, le véhicule devient VHU, c'est-à-dire que le véhicule passe du statut de produit à déchet dans un centre VHU. Quand il entre dans un centre VHU et que le centre VHU a émis une DAD ou une DID. On est bien d'accord. Si vous ne faites pas de déclaration d'achat pour destruction ou déclaration d'intention de destruction, le véhicule ne prend pas le statut de déchet. D'ailleurs, vous le savez comme moi,
quelles que soient les annotations qui sont marquées sur les cartes grises ou sur les certificats de cession, ça n'a pas d'importance. C'est vous qui déterminez le destin du véhicule. Donc, on est bien aujourd'hui dans les textes considérés comme étant les experts du sujet. D'accord? On est bien considérés comme les experts du sujet. Avec, en plus de nous, les experts auto, puisque je rappelle qu'un véhicule TNR, déclaré par un expert techniquement non réparable, devient aussi de fait un VHU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'administration, ils ont reconnu 2 experts du sujet, les centres VHU, les experts auto. Donc, pour nous, c'est très important, ça, cette notion que l'on a où le produit devient déchet chez nous. Et on va le voir, parce que ça va être la clé de tout le système. Ça va être la clé. Pourquoi? Et on verra après. Donc, après, les flèches du dessous, je ne vais pas vous faire l'affront, vous savez tous nos filières des uns et des autres. Mais pourquoi on fait un focus sur cette idée de produits à déchets? Parce que c'est ce qui permet aujourd'hui de savoir exactement le transfert de responsabilité. On est bien d'accord, un véhicule, tant que nous n'avons pas fait la DAD, la responsabilité émane au dernier détenteur. Quand on a fait la DAD, le produit devient notre responsabilité et on a déchargé complètement notre dernier détenteur de toute responsabilité. Donc, c'est un moment important. En plus de ça, je vous rappelle que ça, on l'a obtenu, cette conjugaison de la déclaration administrative et de la destruction physique avec le deuxième arrêté VHU, c'est-à-dire celui de 2011. D'accord? Avant, ce n'était pas le cas, c'était les broyeurs qui faisaient la destruction physique, administrative. Maintenant, c'est terminé. On a bien dit que si on voulait garder le maximum de synchronisation et de compétences, il fallait que c'était bien chez nous que le véhicule perdait son identité, puisque je rappelle quand même que quand un broyeur vient collecter un véhicule chez vous, surtout si vous avez un aplatisseur ou une grue, il ne sera jamais capable d'identifier le véhicule source. Jamais. Donc c'est bien chez nous qu'il perd son identité, le véhicule. Donc, pour devenir de la matière. Donc, clairement, c'est ce qu'elle nous a accordé l'administration et qu'on a obtenu en 2011. Donc, partout, on dit il faut garder cette position parce qu'elle est déterminante. OK, on continue. Tac, tac, tac. Voilà, papa. Bon, je rappelle que c'est la sortie de statut. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va passer au deuxième schéma. Comment l'administration voit l'évolution du texte? Comment voit-il l'identification de la filière? Et on vient au positionnement. Parce que l'administration, alors, comme je vous l'ai toujours expliqué, et vous l'avez déjà constaté vous-même, l'administration française travaille en silo. Et ne se cause pas, ne se parle jamais. Ce qui fait que vous avez le ministère de l'Environnement avec son raisonnement ministère de l'Environnement, vous avez le ministère de l'Intérieur avec son raisonnement ministère de l'Intérieur, et ainsi de suite. Et personne ne se communique. OK. Donc, vous avez l'administration du ministère de l'Intérieur qui dit un véhicule devient un déchet quand il rentre dans un centre VHU. Puisqu'on émet la DAD, l'administration du ministère de l'Intérieur ne reconnaît que la DAD. Pour lui, la DAD ou la DID. Mais pour lui, c'est clair, le véhicule change de statut quand il rentre chez nous. Dans l'administration, dans le ministère de l'Environnement, eux, ils s'appuient sur ce qu'on appelle le règlement déchets. Et le règlement déchets, il dit quoi? Il dit qu'un produit devient un déchet lorsque le propriétaire ou le détenteur a l'intention de se défaire de son produit. L'intention de se défaire. Ah, ça change tout.
Parce que à quel moment on considère qu'un détenteur veut se changer, si chaque produit devient déchet dès que le détenteur a l'intention de s'en défaire, ça voudrait dire quoi? Qu'il n'y a plus un site de produits d'occasion qui peut exister, que ce soit la centrale des particuliers, le Bon Coin et compagnie. Parce que à chaque fois que vous vendez un produit, vous vous séparez d'un produit, et il y a dans le règlement européen et le règlement du statut de déchet, il n'y a aucune notion économique. Il faut bien que vous détachiez dans votre tête la notion économique, ça n'a pas de lien. Donc, clairement, à chaque fois que vous voulez vendre un produit, clairement, vous avez l'intention de vous en défaire. Donc, si vous avez l'intention de vous en défaire, ce n'est pas pour cela que le produit devient un déchet. Mais aux yeux de l'administration, pour l'instant, c'est ça. Alors, là encore, dans les éco-organismes ou les systèmes individuels prévus par la loi AGEC, je rappelle que ces éco-organismes ou ces systèmes individuels ont pour rôle de gérer les déchets proposés ou décidés par le dernier détenteur. Quand vous mettez votre poubelle à papier, on met nos déchets à l'extérieur, on les emmène à la déchetterie, on a bien l'intention de se défaire de nos produits et on les met bien en déchets. Et les éco-organismes, que ce soit pour les piles, que ce soit pour les électroménagers, gèrent bien des déchets. Donc, pour le législateur, qui souhaite mettre des écosystèmes organismes ou des systèmes individuels, la logique veut d'intercaler l'éco-organisme et le système individuel entre les détenteurs et nous. Clairement, c'est pour ça le schéma numéro 2. Les détenteurs approvisionnent les véhicules confient leurs véhicules à un éco-organisme ou un système individuel, puisqu'ils ont l'intention de s'en défaire, et l'éco-organisme système individuel contractualise avec nous pour le traitement des véhicules. Et là, on dit, nous, mais qui fait quoi, à quel moment? Parce que là, à droite, on a la petite définition qui va bien pour le ministère de l'Environnement. Le véhicule est présumé devenir un VHU, présumé, devenir un VHU dès lors que son dernier utilisateur le remet. C'est-à-dire qu'à partir du moment, dans l'administration, à partir du moment où le détenteur dit « je veux plus de mon produit, je l'abandonne, je le laisse, je l'abandonne, je ne le gère plus », que ça devient forcément à leurs yeux un déchet. Et donc, comme ça devient un déchet, ça devient à la charge du producteur. Clairement, puisque je rappelle que les éco-organismes du système individuel sont financés à 100% par les producteurs. Donc, pour nous, constructeurs ou importateurs. OK. Donc, pour l'administration, on se débarrasse, on se balaye les mains. Le détenteur a l'intention d'abandonner son véhicule, il tombe en panne sur la route, il tombe en panne sur l'autoroute, il se sauve en courant, il dit « moi j'ai abandonné mon véhicule, que le producteur se démerde ». Je la fais courte, mais je vous explique tel qu'il voit les choses. OK. Et c'est vous, producteur, qui avez la responsabilité. Ah, OK. Alors là, on leur dit, mais attention, nous, dans nos discours, on dit toujours, n'oubliez quand même pas que vous ne pouvez pas comparer l'automobile aux autres déchets et entre autres les 21 autres déchets que comporte la loi AGEC. Je rappelle que dans la loi AGEC, il y a 22 produits concernés. Il y a l'automobile, il y a l'électroménager, il y a le mégot de cigarette, il y a le chewing-gum abandonné. Enfin voilà, il y a tous ces types de produits. À l'inverse, l'automobile, c'est un produit qui a un propriétaire défini, connu et reconnu. À tout moment sur une automobile, du moment qu'on peut trouver un VIN, on va trouver qui est le propriétaire du véhicule. Ce n'est pas le cas d'un mégot. Quand le fumeur abandonne son mégot sur le trottoir, on ne sait pas qui a fumé la cigarette. Quand on jette la bouteille en plastique par-dessus la portière, par-dessus la vitre de la portière, on ne sait pas qui a jeté la bouteille. On est bien d'accord.
On sait seulement que c'est une Vittel, une Contrex ou une Evian, mais on ne sait pas qui avait bu la bouteille d'Evian ou de Contrex. Dans une automobile, ce n'est pas du tout la même chose. Une automobile, elle a un propriétaire. Et ce propriétaire, je rappelle aussi qu'on est en France et que la France, le droit de la propriété est un droit inaliénable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il abandonne son véhicule, il a abandonné, OK, mais par la loi, il est toujours propriétaire. Donc, on leur dit à l'administration, si vous faites ce postulat-là tel que vous le prévoyez, qui fait quoi, qui a la responsabilité de quoi? Parce que là, nous, on a subodoré aussi que forcément l'éco-organisme, s'il a récupéré le véhicule et qu'il en devient, sous quelle forme, on ne sait pas encore aujourd'hui, mais qu'il récupère la gestion du véhicule, il va bien devoir le détruire administrativement, parce que administrativement, il existe dans un fichier qu'il faut supprimer. Donc, forcément que quand on fait, nous, on le met au niveau de la destruction administrative, on la met, on la sépare de notre activité à nous, et on la remet à un tiers, qui, je le rappelle, n'est qu'une structure administrative. Ils n'ont pas de centre, ils n'ont rien du tout. Ils ne verront jamais le véhicule. On est bien d'accord. Ils ne verront jamais. Ils seront là uniquement pour faire de la gestion. Ce sera une boîte aux lettres, hein, ce sera une plaque tournante de l'information. On pourrait comparer aujourd'hui un éco-organisme ou un système individuel à un gestionnaire distributeur. Hein. C'est à peu près la même chose, pas tout à fait la même fois, ce ne sera pas la même forme juridique, mais sur le principe, et vous comprenez bien pourquoi les gestionnaires distributeurs se positionnent aujourd'hui. Parce que pour eux, ils veulent regarder quand même la main et le marché. Donc, pour eux, une mutation d'un gestionnaire distributeur vers un système individuel leur irait bien. D'accord? Et puis là, il prendrait la destruction administrative. Et nous, centre, on aurait toujours la destruction physique. On irait avec nos petites mains et nos petits camions chercher les voitures et on les traiterait. OK. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'on vient, comme vous pouvez le remarquer, on devient des prestataires de services, hein, déjà. On n'a plus de responsabilité, on devient des prestataires. C'est un point qu'on va souligner après. On continue, on continue. Alors maintenant, on met un petit peu tous les problèmes que ça va créer. Parce que je rappelle que pour une pour pouvoir fonctionner, je rappelle qu'à partir du 1er janvier 2024, il faut que vous ayez signé un accord de partenariat avec un gestionnaire, avec un système individuel ou un éco-organisme. Si vous n'avez pas signé de contrat de partenariat avec ces gens-là, vous n'avez plus le droit d'exploiter. Ça, il faut bien comprendre que là, actuellement dans les textes, et ça, ils ne reviendront pas dessus pour l'instant. Alors après, on va voir sous quelle forme, hein, c'est ça on va débattre, mais on aura l'obligation de signer. Mais pourquoi? Parce que dans la tête du législateur, ils sont en train d'organiser les filières REP, ce qu'ils sont en train de faire pour le mégot, pour le chewing-gum et pour la bouteille en plastique. Mais nous, je rappelle que notre profession a 70 ans d'existence derrière elle, que derrière, il y a des vies d'hommes et de femmes dans nos entreprises. Il y a des gens qui ont investi et pour lesquels leur centre, c'est 100% de leur capital. Demain, si on ferme nos centres, tous les investissements qu'on a faits, c'est perdu purement et simplement. On n'aura plus le droit, nos entreprises n'auront plus aucune valeur. Donc c'est pour ça que ça, c'est pour nous, on fait un petit focus là-dessus pour dire, attention, regardez ce que vous êtes en train de mettre en place. On continue, c'est un petit peu, toc, toc, toc. Alors après, par contre, on fait aussi, et là, je peux vous assurer qu'il ne l'avait pas saisi. Il n'avait pas percuté parce qu'au ministère de l'Environnement, y compris notre ami Eric Lecointe de l'ADEME, à qui on a présenté, ce qu'on fait dans le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas leur sujet. C'est pas leur sujet.
Et là, on leur dit, mais vous voyez la boîte que vous êtes en train d'ouvrir? Pour les anciens qui sont autour de la table, on a l'impression de revenir 20 ans en arrière, quand on avait les trafics de cartes grises, des machins, où la carte grise, elle était envoyée par Pierre, Paul, Jacques, enfin, on ne savait pas qui envoyait la carte grise en destruction. Enfin, bref, là, si on resépare les choses, qui prend la responsabilité à quel moment? Est-ce que c'est au moment où on aura signé la CAD cession? Est-ce que ce sera au moment où le détenteur aura dit j'abandonne mon véhicule? Est-ce que, et là, ça veut dire quoi? Si je fais le tour de table, qu'il y a des gens qui sont avec moi aujourd'hui, on gère tous, toutes les semaines, des problèmes d'amende sur des véhicules. Celui qui me dit qu'il n'en a jamais géré, qu'il lève la main. Tous, autant qu'on est, on gère des problèmes de doublette, d'infraction. Bref, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Notre sésame à tous, c'est bien de dire, nous, le véhicule, on l'a rentré à telle date, ce qui est en amont, ce n'est pas notre fait, ce qui est en après, c'est nous qui le gérons. Là, le véhicule, il sera où le véhicule? Parce que le détenteur, il aura dit je l'abandonne, mais le véhicule, il sera où? Est-ce que c'est qui va payer la mise en fourrière du véhicule? Qui va payer les infractions qui pourront être lieu? Parce qu'à quel moment, quelle date va-t-on prendre? On leur a dit, mais vous en êtes conscient, ça, quand même? Ah oui, mais ça, ils n'avaient pas vu que le. Vous savez, quand vous faites. Ils ne sont pas dans le ministère. Et puis, comme la majorité n'ont pas de voiture, en plus, n'oubliez quand même pas, dans les ministères, ils ne roulent pas en bagnole, les mecs. Hein. Donc, une amende, un excès, personne ne sait ce que c'est. On leur dit, mais c'est quand même la vraie vie, ça, quand même. C'est la vraie vie. Et tous les jours, on a ces problèmes-là. Qui va les gérer demain? Ah, OK. À quel moment s'opérera le changement de propriétaire? Parce que là, on dit OK, la personne a l'intention d'abandonner, mais c'est toujours la date. Et comment on va faire cette mutation? Est-ce que vous avez prévu que la vente, aujourd'hui, on a des ventes de véhicules, des rachats de véhicules qui se font à titre onéreux ou à titre gracieux. Mais la majorité du cas, aujourd'hui, on paye. Je dis même les affichettes. Vous regardez maintenant, ils mettent rachat 50 €. Vous l'avez tous vu. Donc je dis, il y a un changement de propriétaire. Le véhicule est un produit qui appartient, dont on connaît un propriétaire identifié. Donc, il faut bien qu'il y ait une cession d'opérer. À quel moment? Et on a le point d'interrogation. À l'heure où on se parle, je peux vous dire qu'ils ne savent toujours pas comment régler le point d'interrogation. À quel moment s'opérera le transfert de responsabilité? Là aussi, le point d'interrogation n'est pas levé. Quid des véhicules abandonnés chez les fourrières? Parce que quand les véhicules, la personne, elle est abandonnée sur la place publique, elle est abandonnée sur un parking ou à l'endroit où il est tombé en panne, et on le voit tous sur le bord des routes, hein, ça vous arrive tous de voir un véhicule une journée, il est en panne, il a d'abord, on voit quelquefois 2 plots autour du véhicule. 8 jours après, on commence à voir, 8 jours, je suis des fois généreux, il commence à plus y avoir de roues, plus de ceci, plus de cela, et ça finit généralement par qu'il y en ait un qui y ait mis le feu. Généralement, c'est le coup classique. Tout ça, qui assure la responsabilité? Qui prendra en charge les coûts? Ça, quid des réponses? Tous les véhicules, les amendes qui ne sont pas payées, toutes les saisies, les crédits qui sont opérés sur le véhicule, quid aussi de qui assumera, puisqu'on a tous le problème aujourd'hui que des véhicules dont la situation, le CK de situation n'est pas conforme, hein, aujourd'hui on est quand même ennuyé pour les traiter. Là, ils vont faire quoi? Ils vont avoir un véhicule abandonné, sauf que le véhicule, il y aura la saisie d'un tiers sur ce véhicule, que ce soit l'administration avec les amendes ou que ce soit les sociétés de crédit. Comment vous les gérez? Toujours point d'interrogation. Et ainsi de suite. Hein. On en passe, c'est les meilleurs. Première chose. Donc, quand on en met ça devant la tête, là, il commence à se gratter la tête. Ensuite, on dit, OK, mais comment vous allez aujourd'hui nous redonner ce qui avait été défini précédemment comme étant défini que c'était présumé abusif et donc interdit un certain nombre de points. Entre autres, et ça appartient, c'est déjà acté dans l'article 5 de l'arrêté réseau.
Et je sais aujourd'hui qu'un certain nombre de donneurs d'ordre qui vous vendent des véhicules, pour ceux qui travaillent des gestionnaires distributeurs, vous me confirmez, vous me dites oui ou vous me dites non, vous me le direz, mais j'ai eu confirmation que certains constructeurs interdisent la vente de certaines pièces détachées. Est-ce que certains peuvent me confirmer que c'est vrai? Moi, je ne l'ai pas eu, mais on m'a dit que certains, entre autres chez Stellantis, il y a certaines pièces qui sont dans le contrat qui vous lie à eux, on interdit la vente de certaines pièces. Je rappelle que il est concerné de manière irréfragable, présumé abusif et interdit au centre VHU agréé la revente en vue de leur réutilisation ou valorisation de tout ou partie de pièces démontées d'un véhicule en usage. Donc là, déjà là, on a confirmation. Alors maintenant, peut-être que parmi vous, j'ai pour l'instant, j'ai un adhérent qui me l'a confirmé et j'ai de Richebourg qui me l'a dit lui-même, hein, le représentant de chez de Richebourg, que dans le contrat qui vous lie entre eux et vous, il y a bien des interdictions de revendre certaines pièces. Alors qu'aujourd'hui, ils sont déjà en infraction avec la loi quand ils marquent ça. Alors déjà là où on est aujourd'hui dans un système libre et indépendant, ils violent déjà la loi. Donc imaginons demain, quand on aura un contrat d'exclusivité, on aura un contrat de pérennité avec eux, puisque je vous rappelle quand même qu'ils vous donnent deux choix, soit être esclave, soit d'être mort. C'est tout ce qu'ils vous donnent comme alternative aujourd'hui, hein. D'accord? Vous signez avec eux, vous êtes leur esclave. Si vous ne voulez pas signer, vous êtes mort. Donc, c'est l'alternative qu'on nous propose, hein, je rappelle. Donc, tout ça, on dit, si vous gardez ce schéma-là, précédent, voilà ce qui va se passer. Et ça, on vous prévient que ça ne sera pas réalisable et que ça va poser d'énormes problèmes. Alors, là, c'est bien, comme je vous ai dit, on leur a dit maintenant, ça, c'est pas jouable. Donc maintenant, si on veut être crédible, il fallait proposer un plan B. Donc, c'est le plan B qu'on propose. Alors, ce plan B, il est appuyé sur ce que je vous ai dit. C'est ce qui a été mis en place entre les éco-organismes D3E et les centres de traitement D3E. Alors, le D3E, je rappelle, le D3E, c'est les trous ménagers, hein. Donc les machines à laver, les frigos, les trous ménagers, gros électroménagers, l'aspirateur et compagnie. Aujourd'hui, quand vous êtes client, détenteur, quand vous voulez changer votre lave-linge, vous avez trois possibilités quand vous êtes le détenteur. Vous prenez, vous achetez votre nouveau lave-linge chez Darty, Boulanger ou Co. Boulanger ou Darty vous amène le nouveau lave-linge, il vous reprend le vieux et lui-même passe par l'éco-organisme qui le passe dans un centre de traitement D3E. Première version. Deuxième version, vous avez acheté votre lave-linge sur Internet. Vous l'avez trouvé moins cher, je passe les détails, vous l'avez acheté sur Internet. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez votre vieux lave-linge, vous allez à la déchetterie locale, vous mettez le lave-linge dans la déchetterie et la déchetterie va informer l'éco-organisme D3E de la gestion et on repasse la boucle vers le centre de traitement D3E. Mais il y a une troisième possibilité, donc la deuxième de votre achat Internet. Vous avez à côté de chez vous un centre de traitement D3E, agréé D3E, et vous pouvez l'emmener directement au centre D3E. Et là, le centre de traitement, là, à l'inverse, lui, on lui donne les informations et maintenant, on lui donne le produit à enlever et les produits descendent de l'éco-organisme, passent du détenteur à l'éco-organisme, enfin, détenteur, magasin ou déchetterie, ça passe à l'éco-organisme qui vous envoie un bon d'enlèvement. Alors, vous voyez qu'on peut très facilement remplacer éco-organisme aujourd'hui par gestionnaire distributeur. C'est un peu le même principe. J'ai des voitures, et c'est exactement ça. Vous avez des voitures d'un concessionnaire, le concessionnaire passe par la plateforme PlaceNet, Ascenoto, Sococas, comme vous voulez.
donc le gestionnaire PETA machin, et le véhicule vous arrive, vous avez un ordre d'enlèvement et vous traitez le véhicule. Et vous remontez de l'information au centre. Ou bien, vous avez, et c'est le cas de certains, des accords avec un concessionnaire en direct, et vous rentrez bien les véhicules en direct. Aujourd'hui, quand vous les rentrez en direct, vous n'avez pas d'obligation d'envoyer les informations au gestionnaire distributeur, mais on peut très bien imaginer demain que si on a un éco-organisme ou un système individuel, les informations qu'on aura, on les remontera au centre de gestion. Ce qui veut dire que le gros avantage de ce schéma, c'est que ça nous permettrait de garder tous les approvisionnements directs. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire nos véhicules d'assurance, nos véhicules de fourrière ou de domaine qu'on achète, les véhicules des garages, des distributeurs et des particuliers. Donc, c'est le meilleur moyen qui nous permettrait de conjuguer les deux systèmes et qui permettrait de mettre des moyens pour traiter la filière illégale. On va voir. D'ailleurs, vous avez pu voir que dans nos deux autres schémas, on a considéré que ce qui allait être mis en place est bien fait quand même pour essayer d'enrayer la filière illégale. D'accord? Donc, on l'a fait disparaître puisqu'on pense que c'est quand même le schéma voulu et souhaité. L'avantage de notre système, plusieurs. Le premier, on garde nos appros en direct. Ce qui fait, entre autres, pour ceux qui traitent, entre autres, le véhicule assurance. Parce que si demain, le véhicule assurance passe par l'éco-organisme, je ne vous cause pas. Je vous rappelle que l'éco-organisme du système individuel est géré par les producteurs. Et comme ils vont devoir payer, parce qu'on va voir après tout ce qui est prévu quand même dans les textes, s'ils doivent payer, il est clair que nos amis assureurs, ils vont leur demander de prendre, et c'est pour ça qu'on est en train de faire pression sur eux. Attention, vous allez perdre la manne financière qu'on vous génère, mais nous, ils continueront à nous les vendre parce que l'intérêt pour eux, c'est de pouvoir équilibrer le système. Hein, d'accord? Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on traite avec un assureur, demain, on travaillera avec un éco-organisme ou un système individuel. D'accord? Donc, nous, notre souhait, c'est de dire, puisque dans d'autres filières, on a laissé cet approvisionnement direct, on souhaite que cet approvisionnement direct existe et continue chez nous. Ce qui nous permettrait de faire passer le minimum de voitures par les systèmes d'éco-organismes ou systèmes individuels. On va y revenir tout à l'heure. OK. Deuxième avantage à ça, on garde le statut de centre de traitement administratif du véhicule. C'est chez nous que le véhicule perdrait toujours son statut de produit en déchet. On garderait, c'est l'avantage, on garderait cet état d'esprit dans lequel on est, nous, c'est-à-dire d'experts dans le jugement. C'est ce qu'on propose. Alors, on garderait les deux possibilités puisque le particulier, puisque dans les obligations des éco-organismes ou systèmes individuels, et vous le voyez déjà sur les autres produits, quand vous avez de la com ou de la pub à la télé, quand vous les voyez, systématiquement, c'est les écosystèmes qui financent. Pour les piles, les ampoules, les électroménagers, c'est toujours les écosystèmes. Donc, ça veut dire quoi? Que dans les textes qui sont en train de se préparer, les éco-organismes ou les systèmes individuels auront l'obligation de financer de la communication. Donc, clairement, s'ils mettent en face un numéro vert, on peut imaginer qu'un grand nombre de particuliers vont plus se casser la tête. Hein. Et clairement, ils vont appeler le numéro vert et ils vont dire maintenant, je me débarrasse de ma voiture, vous vous débrouillez de tout. OK. Je ne dis pas que c'est un schéma idéal. On ne dit pas, avec les collègues avec lesquels on a travaillé, que c'est un schéma idéal. On dit seulement que c'est certainement le moins mauvais qu'on a pu trouver. Parce que ça nous permettrait de conjuguer et de satisfaire entre une passation d'un système actuel à un nouveau système sans générer des vrais bouleversements dans la profession. Puisque vous pouvez voir qu'on pourrait très facilement transformer l'éco-organisme qu'on a mis là à gauche par aujourd'hui gestionnaire distributeur. Vous voyez, ça ne changerait pas grand-chose puisque les gestionnaires distributeurs, certains aujourd'hui, s'approvisionnent dans différentes sources et vous les rétrocédez. Donc, ça ne changerait pas fondamentalement le fonctionnement actuel. Voilà. Donc, c'est la filière qu'on préconise. Et derrière, on a quand même
demander un certain nombre de propositions qui commencent par la première. D'accord? Donc la première, c'est d'inscrire dans les textes. Depuis le départ, on dit que la filière illégale vont un peu partout et que, on vous l'a dit tout à l'heure, qu'un véhicule sur deux fait l'objet de valorisation de pièces de réemploi. Donc, clairement, mais là mais il y a toutes les chances que l'on gagne. Hein, je peux vous dire que c'est bien. Compte tenu que l'Europe a défini dans son règlement européen du déchet la réutilisation et le réemploi comme étant la première source de valorisation. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que dans les nouveaux textes qui vont apparaître, seuls les centres pour être centre VHU, il faudra produire de la pièce de réemploi. Si vous ne produisez pas de pièces de réemploi, vous ne pouvez pas avoir un agrément centre agréé VHU. Premier point. Le deuxième, on veut aller plus loin, on voudrait un taux minimum de réutilisation. C'est-à-dire qu'on veut, parce qu'aujourd'hui, ils considèrent qu'un acteur du moment qui vend une pièce de réemploi, il peut avoir l'agrément centre agréé VHU. Nous, on dit il faut arrêter les conneries. Il faut qu'un centre agréé VHU, c'est un centre qui produit de la pièce de réemploi, puisque c'est la valorisation numéro 1, donc il faut au moins le marquer dans les textes, et 2, il faut mettre un taux. Donc, c'est la première des choses que l'on demande, l'obligation de production de pièces détachées de la réutilisation. Si on n'a pas ça, c'est pas. Et d'ailleurs, je ne cache pas, hein, si on n'a pas ça dans les textes, on ira plus loin dans le contentieux demain. On s'engage à faire du contentieux parce que c'est pas entendable. OK. Proposition numéro 2, maintenir les approvisionnements directs des centres VHU. C'est le seul moyen de garder une semi-liberté. Donc, on veut et on s'appuie pour cela sur d'autres filières qui l'ont obtenu. D'accord? Proposition numéro 3. Garder la destruction administrative du véhicule chez nous. Ça aussi, c'est majeur pour pouvoir avoir une visibilité et surtout une traçabilité qui soit la plus performante. Donc, gardez le principe que c'est le centre agréé VHU qui fait la destruction administrative. Proposition numéro 4, conserver l'esprit de la disposition de l'article 5 de l'arrêté réseau. C'est-à-dire qu'on ne veut pas il faut garder l'esprit de cet article, c'est-à-dire qu'on veut garder la liberté de vente. Parce qu'aujourd'hui, vous savez deux choses, que les deux marchés qui sont porteurs dans notre métier aujourd'hui sont quand même la pièce de réemploi et la matière. Aujourd'hui, le morceau de beurre que donne la matière dans nos établissements n'est pas indolore. Hein. Ça contribue véritablement aux performances de l'entreprise. Mais ça intéresse vachement nos petits combins constructeurs. Parce qu'ils disent, moi, je vais devoir mettre des sous. Donc, comme ils doivent mettre des sous, et on va le voir tout à l'heure, comme ils doivent mettre des sous, ils disent, moi, je veux bien payer, mais si je dois payer, ben, je veux le beurre. Et le beurre, pour eux, c'est la mainmise sur la distribution des pièces et la mainmise sur la matière. Ils sont clairement. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui quand on travaille, pour les gens qui travaillent sur la batterie électrique, vous avez tous entendu que les constructeurs veulent tous récupérer leur batterie ou récupérer la matière et la gestion de la matière dans la batterie. Pourquoi? Parce qu'on sait que demain, ils auront des valeurs positives. Donc, l'objectif à eux, c'est ça. Donc, nous, il faut bien garder l'esprit de dire non, 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 ton business à toi, c'est de vendre des voitures, notre business à nous, c'est de valoriser les voitures. Donc, garder l'esprit. Donc ça, c'est de nos propositions. La 5, c'est de subordonner la signature à un cahier des charges. Et on va en parler après, puisque aujourd'hui, on est sur le projet de décret. On souhaite clairement que le cahier des charges englobe le maximum de garde-fous pour pas que les contrats qu'on aura à signer deviennent trop léonins et qui nous empêchent de fonctionner. Parce que demain, je vous l'ai dit, la signature du contrat,
c'est clairement de dire, soit tu as deux choix, soit tu es notre esclave, soit tu meurs. Donc, clairement, il faut que le cahier des charges qui renferme le maximum d'éléments, de façon à ce que les contraintes que va nous imposer de signer le cahier des charges ou l'appel d'offres soient acceptables pour nous. OK? Donc ça, c'est la proposition numéro 5. Alors après, on souhaitait mettre en place un éco-organisme financier et ni de système individuel, ni un éco-organisme opérationnel. Pourquoi on veut la place des éco-organismes financiers? Parce qu'on veut garder notre business. Et aujourd'hui, pourquoi on a pris 88% de la charge? Parce que aujourd'hui, notre business, la liberté de notre business, nous a permis de le faire. Et dans le système actuel, on avait ce qu'on appelle l'instance économique de la filière. C'est ce qui a permis que ce soit les metteurs sur le marché qui ont payé les traitements des pneumatiques. Donc, nous, on demande uniquement une modification de l'instance de suivi économique de la filière en éco-organisme financier, qui aurait exactement le même rôle, sur lesquels on changerait uniquement le nom. Attendez, hein, ça c'est des souhaits, je ne vous ai pas dit qu'on avait gagné. OK, parce qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, on a 8 propositions. La 7e, c'est qu'on est extrêmement favorable à la mise en place de campagnes de communication. Là encore, vous pouvez savoir que c'est acté aujourd'hui. C'est acté, et ça, ils n'auront pas d'autre choix que il y aura un budget minimum qu'ils auront à mettre pour faire de la communication. Donc, on sait tous par expérience que majoritairement, si les véhicules partent dans la filière illégale, c'est parce que le détenteur ne sait pas ne connaît pas la différence entre une filière légale et une filière illégale. Donc, tant qu'il n'y aura pas eu de communication sur le sujet, ce sera compliqué. Donc, plus il y aura de communication pour amener les véhicules vers la bonne filière, meilleur ce sera pour nous, surtout les bons acteurs que nous sommes. Donc, c'est pour ça que forcément que on est favorable à ça. Et dernière proposition, dans les textes, parce que là, tout ça, il y a un autre texte qui nous légifère aujourd'hui, en plus de la loi AGEC, c'est la loi climat. Et dans le cadre de la loi climat, je vous l'avais annoncé lors des réunions régionales, maintenant, la collecte doit être gratuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien la prise en charge du véhicule qui doit être gratuite, mais le client, le détenteur, devait amener le véhicule sur nos sites. Là, dans le cadre de la loi climat, pour favoriser, et encore, c'est une grande idée de l'administration pour essayer d'enrayer la filière illégale, ils disent, si en plus les producteurs doivent aller chercher la voiture sur place auprès du détenteur, eh bien, au moins, il y aura moins de chances qu'il la laisse prendre par la filière illégale. Pas faux. Et on le sait tous. Si il est au courant, 2, qu'on va lui chercher sa voiture, elle est parfaite. Mais qu'à une seule et unique condition, c'est que le véhicule soit complet et accessible. Vous imaginez bien que dans le projet, alors ça aussi, ça a évolué. Un texte là, entre le moment où on a fait le livre blanc et aujourd'hui, le projet de décret, ça y est, ils ont introduit la notion de véhicule complet qu'ils avaient abandonné. Parce qu'on leur a dit, mais attendez, vous marchez sur la tête. On veut enrayer les filières illégales, mais là, vous allez encourager la filière de vente de pièces illégales. Pourquoi? On dit, à partir du moment où aux détenteurs, vous allez leur dire, ton véhicule, quel que soit l'état, 1, on te le rachète, et 2, on vient te chercher. On dit, mais là encore, il faut bien comprendre, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'a pas de permis, mais ils n'ont pas de voiture non plus. Et ils vivent sur le parvis de la Défense. Donc, pour eux, la vraie vie, ils ne la connaissent pas. On leur dit, et quand on leur a dit, mais vous savez quand même que ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va faire quoi? Ça va faire que le dernier détenteur qui est dans notre petite campagne profonde, je vous rappelle quand même que la moitié des Français gagnent moins de 1 500 € par mois, quand même, ne l'oubliez quand même pas. Derrière ça, ça veut dire quoi? Ils auront leur billet de voiture en fin de vie, ils vendront toutes les pièces par le net,
tout ce qu'ils pourront vendable, ils vendront. Et puis le reste, ce sera génial pour eux. On viendra leur chercher sur place, en débarrasser, entre guillemets, la merde, et on leur fera un chèque. C'est royal. Ah ben, pour pas avoir de gilet jaune, on dit ça, c'est le meilleur, ça, vous pouvez pas faire mieux. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, là, nos propositions. Et forcément, on a fait des conclusions. C'est qu'on a expliqué que tout ce qu'on propose là existe déjà dans d'autres filières qu'ils ont validées. Donc, c'est pour ça qu'on on appuie ce document et qu'on espère faire reconnaître un maximum de qualité et de vision réalisable de façon à essayer d'entraîner l'administration vers cette direction. Et on va voir, je vais vous parler maintenant, enfin avant de, je vais vous laisser la parole, mais après on vous dira un peu où on en est dans le texte aujourd'hui sur le projet de décret. Maintenant, la parole est à vous. Est-ce que parmi vous, certains souhaiteraient nous poser quelques questions? Qui ose démarrer? Ou est-ce qu'on a été clair à ce point? Allô, allô? Vous savez, je suis tout seul devant mon écran, alors j'ai l'impression de parler déjà en écho, alors par pitié. Là, c'est bon, quoi? Ouais, vas-y, t'entends. Oui, bonjour Patrick, c'est Julie. Oui, Dis-moi, sur les 1700 centres que tu as dit tout à l'heure, oui. Tout le monde fait sa déclaration de l'ADEME? Non. Non. On Donc, a en les clair, dans les 1700. 500 000 véhicules que tu n'as pas dans tes stats, Et il y en a voilà. qui sont. Aujourd'hui, on a ce qu'on en a bien en tête. Ce que l'on a, c'est de dire, il y a en gros, hein, je fais à la louche, hein, ça va dépendre des années. Environ en France, on est sur 2 millions d'IMAT. Environ en France, si on n'est pas en prime à la conversion, hein, quand on n'est pas hors prime, on est autour d'1 200 000 véhicules, 1 million 2, 1 300 000 véhicules qui passent dans la filière déclarée. D'accord? Donc, derrière, c'est ce delta-là qui est important. Donc, ce delta, il passe soit par des gens qui ne font pas leur déclaration ADEME, donc on n'a pas les stats, mais attention, oui, ils ne passent pas, ils ne les ont pas, donc ils ne passent pas dans la déclaration ADEME, ils ne passent pas, donc il y a ces centres-là, il y a les filières, la vraie filière illégale et la vraie exportation. Voilà, c'est ces trois aujourd'hui, mais ceux qu'on possède aujourd'hui, on a quand même sur les 1700, on en a 20% en moins, donc 300, on a 1400 centres, 1300, 1400 centres qui font leur déclaration. Mais le problème qu'il y a dans ces 1300 ou 1400 centres, c'est qu'on a à peu près 400 récupérateurs de métaux, 4 à 500 récupérateurs de métaux qui ne font aucune valorisation de pièces détachées. Aucune. Donc, les gens qui font de la fourrière, par exemple, qui ne font pas de déclaration d'ADEME et qui ne récupèrent pas de pièces, ça, il n'y a pas de stats, il n'y a pas de DAD, il n'y a rien. Ils en font partie. Enfin, ceux-là, c'est pareil, ils sont invisibles. Ah ben, on est bien d'accord. Aujourd'hui, de toute façon, pour nous, on se bat. Notre position à nous, c'est de se battre pour les gens qui font de la PIEC, qui font tout dans les règles. Donc, on sait déjà que sur les 1700, il y en a déjà la moitié de fait qui doivent disparaître. Mais là, nous, on n'y peut rien et on ne fera rien pour les défendre. C'est pas moi. On est d'accord, mais si tu enlèves, c'est défendre les gens qui jouent dans les mêmes règles de jeu. Ouais, mais est-ce que tout le monde est-ce qu'on va être capable de tout absorber aussi, c'est ça? On pense que oui. Attention, hein, c'est les propos qu'on tient. Hein. C'est les propos qu'on tient parce que si on ne tient pas ça, on ouvre la porte. Hein. Il y a beaucoup de centres actuellement, il y a plein de centres qui sont capables de quasiment doubler leur production. Hein. Non, mais je n'ai pas dit le contraire, mais est-ce que tout le monde le sera capable, c'est ça? Ben après, on va voir un petit peu avec les systèmes individuels, on va vous parler des systèmes individuels et les éco-organismes. Ils vont devoir signer, que ce soit l'un ou l'autre, ils doivent avoir la possibilité, ils ont l'obligation, excusez-moi, ils ont l'obligation de signer avec autant de centres pour être capables de gérer la totalité de leur production. Donc aujourd'hui, les réseaux tels qu'ils sont composés actuellement ont 300, en gros, ont à peu près 350 membres dans chaque réseau. Hein. Les réseaux sont composés de 350 acteurs.
OK. Ces 350 acteurs, aujourd'hui, ils pèsent que 40 et quelques pourcents de l'approvision du parc automobile. C'est-à-dire que ça représente 100% des véhicules. Oui, mais j'ai coupé le micro, je ne sais pas qui. Après, je veux bien qu'on me pose la question. Hein. Non, aujourd'hui, les 350 membres des réseaux traitent 48% des véhicules. 48% des véhicules. Donc aujourd'hui, les constructeurs, s'ils veulent pouvoir assurer le traitement de leurs 100% de véhicules, ils ont l'obligation de doubler à minimum le nombre d'acteurs. On va passer de 350 à 700 acteurs, au minimum. OK. Après, j'ai cru comprendre que l'éco-organisme va toucher des sous des constructeurs. Oui, il va être alimenté par les producteurs. Mais c'est des sociétés qui appartiennent aux producteurs. Et voilà. C'est des sociétés qui appartiennent à C'est les éco-organismes sont des sociétés qui sont créées par les producteurs et les importateurs. Pas les producteurs. D'accord. Mais si les gens passent comme tu veux, et ce qui serait logique puisque notre métier on le connaît et on sait le faire, passent en direct par nous. Pourquoi on ne peut pas collecter nous justement l'argent? Pourquoi c'est pas nous qui recevons l'argent? Parce que c'est la loi là, c'est la loi, Julie. On peut pas. Aujourd'hui, les éco-organismes ou les systèmes individuels sont automatiquement mis en place exclusivement par les producteurs. C'est la loi. Donc, on ne peut pas nous créer un éco-organisme. Parce que sinon, on l'aurait fait. On l'aurait imaginé. On ne peut pas. Patrick, il y a mon père qui va te poser une question. Non, mais c'est l'écran-là, si tu veux. Patrick? Oui. Ouais, je suis allé à la réunion chez Indra et donc j'ai entendu parler un peu de tout ça. Les véhicules de Peugeot, Citroën, c'est, comment il s'appelle, Delgado qui va les récupérer, si j'ai bien compris. Les Peugeot, les Renault avec Dacia, Suzuki et autres, ça va être, comment il s'appelle, Indra. Et après, il y a un dernier que je ne connais pas, moi, Tracoto, qui récupérerait en gros le restant. Non? Ça c'est le discours politique du moment. À l'heure où on se parle, rien n'est écrit. Rien n'est gravé dans le marbre. Là, alors, et on va revenir un peu sur le décret. Je vais finir les questions sur le livre blanc et après on va revenir sur le décret et la politique qui se mène en même temps. Si tu attends un petit peu, Guy, j'ai vu qu'il y avait encore des mains qui se lèvent. Oui, il y a une main de Nef. Si vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour. Nous, on est centre VHU dans l'Est. On traite 1000 voitures par an, pardon. Vous m'impressionnez, là. Ce serait trop beau. Ma question est assez simple concernant l'éco-organisme. Est-ce que, en tant que petit centre VHU, nous devons chercher un éco-organisme ou c'est l'éco-organisme qui va nous chercher? Alors, non. Pour l'instant, c'est l'éco-organisme ou le système individuel va déposer un cahier des charges. Nous, on aura l'obligation en centre agréé de regarder le cahier des charges qui va être imposé par le législateur. C'est un cahier des charges qui va être imposé par le législateur. Et il faudra s'assurer qu'on réponde, première mission, il faudra s'assurer qu'on répond au cahier des charges. C'est-à-dire que notre entreprise répond au cahier des charges. Ce que vous faites déjà, je rappelle quand même que quand vous avez un agrément préfectoral, vous avez un cahier des charges sur lequel vous êtes contrôlé tous les ans. D'accord ? Oui. Bon, oui. Donc la même chose. Vous aurez un nouveau cahier des charges, on ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans, mais c'est là, entre autres, qu'on veut essayer d'introduire la notion de pièces de réemploi, de taux de pièces de réemploi. C'est quand même là qu'on veut essayer, dans le cahier des charges, qu'on va peut-être le mettre. Donc, une fois que vous répondrez au cahier des charges, les éco-organismes ou les systèmes individuels qui verront le jour, donc c'est pour ça que je mets bien au conditionnel pour l'instant, Guy, ces éco-organismes feront un appel d'offres. Ils enverront un appel d'offres. Et là,
notre organisation que nous représentons vous communiquera bien sûr le fait de dire il faut, voilà, aujourd'hui, tel éco-organisme ou tel système individuel lance un appel d'offres et vous aurez à postuler à cet appel d'offres. D'accord, très bien. Merci. Question? Il y a qui les voit les mains levées? Il y a que... Ouais. Pardon. Moi, Patrick, j'aurais aimé si tu peux nous préciser, parce que en fait, tu nous as dit que Macron souhaitait que les décisions soient inscrites dans le marbre avant la présidentielle. Mais dis donc, la présidentielle, c'est demain, enfin. Alors, j'imagine qu'il peut y avoir un délai supplémentaire. C'est un sujet trop important pour que ce soit comme ça, fait à la va-vite, n'importe comment. On va vous dire, si on a fini sur le livre blanc, je fais un jeu. Est-ce que je vais répondre à tes questions, Didier, comme je vais répondre à Guy. D'accord? D'accord. Jimmy. Oui, bonjour. Apparemment, on va être prestataire des constructeurs et compagnie. Au niveau du transport, comment ça va se passer? Parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas de licence de transport. Là, après, ça sera du transport. Alors, dans le nouveau texte, il y a d'introduire la notion de collecteur. Oui, mais si on est collecteur, on est transporteur. Alors, exactement. Donc ça, je ne peux que conseiller, je peux dire, je vais le pousser chez moi en interne, parce que je suis plus décisionnaire, mais je vous conseille tous de vous intéresser au statut de licence de transport. Parce que quoi qu'il en soit, il est fort. On va en parler dans le décret. Il y a le collecteur, c'est-à-dire que il cale le véhicule en usage comme les autres filières. Aujourd'hui, quand vous faites débarrasser vos huiles, pour citer les huiles, vous êtes détenteur d'huiles usagées et vous avez un premier prestataire qui vient collecter vos huiles usagées. Et après, vous avez un centre de traitement qui peut être identique. Ça peut être le même. Mais c'est bien deux actions distinctes. On a le détenteur, le collecteur, le centre de traitement. Et dans le VHU de demain, ce sera ça. Il y aura le détenteur, le centre de collecte, le collecteur et le centre de traitement. Et donc forcément, le détenteur, comme il fera un transport pour compte de tiers, par définition, il faut une capacité de transport. Oui. Je confirme que ça va dans ce sens-là. Okay. Et les dérogations qu'on a le droit en ce moment, est-ce que tu crois que ça sera valide tout le temps? Pardon? Les dérogations, on a des dérogations pour le transport, c'est tous les 5 ans, tous les 4, 6 ans? Tous les 5 ans. On n'a pas, c'est pas une forme de... Alors, c'est une dérogation parce que nous, on part du principe que le produit deviendra notre propriété. C'est-à-dire qu'on est collecteur d'un produit pour compte d'autrui, mais ce produit, in fine, devient notre produit. On est d'accord? Parce qu'il y a entre les lignes, il y a beaucoup de gens qui récupèrent leur véhicule, du coup, là, on a été transporteur à un moment quand même. Voilà, mais on en a, en pourcentage, c'est peanuts quand même. En pourcentage, oui, il faut payer sur les corps. Donc aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Mais parce qu'on n'a pas le statut de collecteur. Le jour où on aura un statut de collecteur, parce que il se peut qu'on répondra à 2 appels d'offres dans le projet, dans l'appel d'offres de demain. Il y aura un appel d'offres pour la collecte et un appel d'offres pour le traitement. Ce sera 2 appels. Il y a toutes les chances que les 2 soient distincts. À moins que, parce qu'on ne sait pas trop comment ils vont faire encore, à moins que le producteur soit malin et qu'il fasse comme nos amis assureurs. Ils disent, si tu veux être centre de traitement, tu prends la collecte. Parce que la collecte, elle va être forcément onéreuse pour eux. Tandis que ce qu'ils vont vouloir, c'est que le centre de traitement assume, comme on fait. Je rappelle quand même que pour nos amis assureurs, on leur collecte les bagnoles, on leur stocke, on leur garde et compagnie parce qu'on va les garder in fine. Mais les producteurs, ils ne vont pas être plus cons, ils vont faire la même chose. Bon, à peu près. Alors, la question, elle est là. Mais je ne cache pas que dans mon entreprise, enfin mon ex-entreprise, j'ai
j'aurais dit, pour moi, il faut passer la licence de transport. Il faut qu'il y en ait au moins un dans la boîte qui ait la capacité de transport. Je pense qu'il faut, on peut le dire aujourd'hui. Non, mais il faut y penser, ça, parce que c'est 3 mois de formation. Si tu le loupes pour commencer, enfin, c'est. Oui. Non, mais c'est pas gagné d'office, hein, mais c'est pas gagné d'office. Mais je sais. Et ça, ça se loue. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose justement pour tout notre groupe? Après, la question, c'est est-ce que la collecte peut être sous-traitée à quelqu'un? Et tu n'as pas besoin d'avoir chez l'entreprise. Hein, tu peux avoir un salarié qui l'a. Hein. Oui, mais le salarié, il peut se barrer demain. Non, mais ça, c'est un. Attends, je ne vais pas faire les. Je te donne les solutions existantes. Je ne te dis pas que. Non, mais tu sais, les licences de transport, ça peut toujours se louer? Alors non, c'est illégal de louer. Non. On ne peut pas louer sa licence de transport. Hein, c'est un diplôme. Malheureusement, oui. Ouais, parce qu'autrefois, ça se louait. Il y en a bien qui le faisaient, ça. En fait, ça se fait toujours, mais c'est illégal. D'accord. En principe, les gens qui n'ont pas ont un salarié qui l'a, quoi. Oui, bien sûr, mais la capacité de transport est liée à l'activité et au lieu de travail. Donc, en fait, si vous louez la capacité de transport, c'est comme si vous aviez dans votre équipe la personne qui travaille chez vous et qui a cette capacité de transport. En l'occurrence, la location est illégale. Mais en fait, ça se fait depuis toujours. Mais c'est effectivement, on n'a pas le droit de louer une capacité de transport. Merci. D'autres questions? Et après, je passe un petit peu sur le décret. Oui, je vois une dernière main levée de Audrey. D'accord. Je leur tourne. C'est à quelle heure notre réunion? C'est à 16h30. Hein. Non, c'est à 16h. Ça a commencé depuis 5 minutes. Toujours un peu de mal à. Audrey? Il faut activer votre micro. Tac. Audrey? A priori. Bon, en attendant, pour rapidement, puisque aujourd'hui, comme tu as compris, Didier, je confirme, le président veut aller très vite. Ce qui fait que le décret, en principe, quand un décret est mis. Un décret est, quand on travaille sur la présentation d'un décret qui va être déposé, on travaille en 3 temps, surtout concernant l'environnement. Le premier temps, c'est du débat et de la rencontre bilatérale ou avec l'ensemble des acteurs. On travaille sur le projet, c'est-à-dire que chacun exprime on travaille sur l'écriture du code du décret. On revient, on dit là il nous manque un terme, là on n'est pas d'accord sur ça, patin couffin. C'est le premier jet. Ensuite, la deuxième notion, c'est que le décret, une fois qu'on est d'accord entre les opérateurs et l'administration, ce projet de décret passe à ce qu'on appelle la CIFREP. La CIFREP, c'est aujourd'hui ce qui remplace la commission de suivi VHU, parce qu'avant, chaque produit avait sa propre commission. Maintenant, il y a un organisme national qui s'appelle la CIFREP, qui est présidé par Jacques Vernier, qui traite la totalité des filières REP et ce projet de décret va être validé par cette CIFREP. Où là, il y a tous les parties prenantes qui vont encore donner leur avis sur le texte qui a été travaillé en amont. Une fois que ça a été traité et que tout ça est passé, ces deux étapes-là sont passées. En principe, le projet de décret est passé en consultation publique. C'est pour ça que on vous parle de la consultation publique, parce qu'il passe en consultation publique, parce que cette consultation publique fait partie de la Constitution française. C'est-à-dire que tous les textes doivent passer dans la Constitution publique. En un mot, clairement, je mets des guillemets, c'est un peu la danse des canards, c'est pour faire croire que les Français ont leur rôle à jouer. D'accord? Mais bon, c'est comme ça, c'est la Constitution. OK? Donc, c'est indispensable, c'est impératif. OK. Une fois que c'est passé à la consultation publique,
le texte est signé par les ministres et après, ça passe au JO, patin, confin. OK? Là, comme il veut aller très vite, eh bien, sachez que le texte a été mis directement à la consultation publique sans aucune relation avec les parties prenantes. On n'a jamais travaillé sur le texte. Ni nous, ni les autres. Personne n'a travaillé dessus. Ils l'ont mis dans le film parce qu'ils veulent aller vite, 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 vite. C'est pas grave s'il y aura des contentieux demain, mais c'est pas grave, au moins, en termes de politique, c'est ce qu'on voulait et c'est parfait. C'est la France. Okay, c'est comme ça. Le curseur politique, c'est le curseur majeur, je vous le rappelle. Donc, derrière ça, c'est ce qui a été décidé. Donc là, nous, Mobiliance, c'est offusqué du principe, offusqué de la méthode, et on a fait un courrier émanant du CNPA et du Mobiliance nationale directement au directeur de la DGPR en disant qu'on était outré et scandalisé. Donc, par des voies de fait, ils nous ont fait une réunion en urgence vendredi après-midi. Donc, vous voyez, on est lundi, c'était vendredi après-midi qui a duré de 14h à 18h. 4 heures de réunion. On était 60 autour de la table. 60 personnes. Et là encore, on a essayé de s'exprimer, mais ça n'a pas avancé grand-chose. Mais nous travaillons donc sur ce projet de décret en ce moment avec Fédérec aussi. C'est pour ça qu'on a une réunion derrière avec Fédérec de synchronisation. Parce que l'intérêt, c'est que la profession parle quand même que d'une seule voix. Il faut quand même qu'il n'y ait pas un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, sinon on n'en sortira pas. Il faut bien qu'on travaille en commun sur le dossier. Donc on a déjà fait chacun de notre côté nos commentaires et tout à l'heure, là après vous, on synchronise un petit peu puisqu'on a déjà envoyé les uns et les autres des revendications sur le courrier. On demande actuellement on redemande à l'administration parce que vendredi, on n'a pas pu travailler et avancer suffisamment sur ce que l'on veut parce qu'on est à dire la virgule là ne nous convient pas, cela. Donc, on demande ça, mais sachez aussi qu'on passe en CIFREP pour aller vite. Justement, comme ils veulent aller vite, il fallait passer à la CIFREP. On passe jeudi à la CIFREP. Tout est dans l'urgence. Et dans la CIFREP, il faut que je prépare, c'est moi qui vais participer à la commission de la CIFREP, et il faut qu'on fasse l'argumentaire pour expliquer que ce qui est proposé aujourd'hui ne peut pas fonctionner. Parce qu'on fera d'autres réunions visio avec vous sur quand le décret va avancer, parce que sinon je vais vous en parler pendant longtemps, mais c'est pour ça que je veux rassurer Guy. Guy, je veux te rassurer, pour l'instant, sachez que les constructeurs veulent des systèmes individuels. Nous voulons des éco-organismes. On ne veut pas de système individuel parce que ce n'est pas applicable. L'administration, les premiers, disent que ce n'est pas praticable. C'est ce que veulent les producteurs, ce n'est pas ce que l'on veut. C'est l'administration dit que ce n'est pas gérable. Donc, il va falloir démonter le sujet. On est en train d'expliquer que ça ne va pas le faire. Alors, ils commencent à vous border un petit peu, à vous rouler dans la farine en vous disant « c'est bon, tout est réglé », c'est faux. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, rien n'est réglé. Ils ont effectivement, ce qui vous parle, c'est ce qu'ils ont envisagé. Et ils se croient suffisamment puissants pour croire qu'ils vont mettre l'administration à leur botte. Je peux vous dire que c'est ça le dialogue. Et pourquoi ils ne veulent pas faire des co-organismes? Parce qu'ils ne peuvent pas se voir entre eux et qu'ils ne veulent pas travailler entre eux. Donc, c'est la raison majeure. Mais là, au stade où on en est, il faut savoir que dans nos entreprises, pour vous faire rapidement un petit schéma, dans le système individuel, quand vous allez rentrer des véhicules, vous allez aller dans une concession enlever 8 voitures. Si vous êtes agréé Stellantis, vous prenez les Stellantis et vous ne prenez pas les Renault. Si vous êtes là et vous êtes Renault, vous allez chercher les Renault. Celui qui est Ford va chercher les Ford et ainsi de suite. Et quand vous allez rentrer vos véhicules sur votre parc, il faut savoir que aussi on en est, eh bien, vous n'aurez pas le droit de traiter la Renault si vous n'êtes pas agréé Renault. Donc, ça veut dire que les voitures, elles vont aller dans tous les sens. Un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. C'est ingérable, mais ingérable. Donc, on est en train de se battre pour ça. C'est pour ça que je vous dis, et je confirme à Guy de dire, ne prenez pas pour acter ce qu'on vous a raconté.
Je vous rappelle que quand vous avez été invité chez nos amis d'Indra, c'est pour vous donner la piqûre hein, de ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont envie. Je vous dis, ce n'est pas forcément ce qui va se passer. Voilà. Je voulais vous faire un petit peu ce commentaire. Malheureusement, le timing il nous attend de l'autre côté. Sachez qu'on va très vite, une fois que les textes, puisque là, c'est une question de semaine, hein, je ne vous cache pas, question de semaine, et on refera aussi des visios pour vous tenir à niveau. Hein, bon, merci Patrick pour ta réponse et bon courage, parce que je crois que tu as quelques heures à passer à être au milieu de tout ce monde-là. Ah, mais je vous l'avais dit, hein, je vous avais demandé de refaire un mandat uniquement parce que pour moi, on ne change pas de général en plein milieu de la bataille. C'est tout. Ouais. Merci, bon courage. Alors, à tous, excusez-moi d'abréger un peu. Je voulais vous présenter le livre blanc, mais surtout, exploitez-le parce que c'est vraiment notre Bible et c'est notre position. C'est sur ça qu'il faut travailler et n'hésitez pas à nous en réclamer si vous en avez besoin. OK? Eh bien, écoutez, bon courage à tous et à très, très, très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Patrick, Oui, avant de se quitter, j'avais posé la question, moi, pour les gens qui ont des conventions. Si on continue de rentrer les voitures dans nos conventions, on aura du Peugeot, du Renault, du Fiat, n'importe quoi. Savoir si, une fois qu'on les aura rentrés chez nous, il faudra qu'on aille voir Delgado pour les Peugeot Citroën, voir, comment il s'appelle, Indra pour les Renault, etc. Si ça voit le jour comme ça, oui. Si ça voit le jour comme ça, oui. Et sinon, tu essaies de faire autrement, toi? Comment tu veux faire? C'est ce que j'essaie, bien sûr, c'est ce qu'on essaie de faire, bien sûr. Ouais. Eh ben, ta prochaine réunion, elle a lieu quand? Ah ben écoute, à midi, je peux vous dire que de midi à 13h30, on travaillait encore avec toute l'équipe sur les rendez-vous qu'on peut avoir chez Stellantis, à la PFA et compagnie. Alors, c'est toutes les semaines. C'est toute la semaine. C'est toutes les semaines et toute la semaine en ce moment. Ok, bon, entendu. Allez, à très bonne bientôt. journée, merci, au revoir. Merci, au revoir. Bye bye.